Voir aujourd'hui, parce que depuis le début de cette annonce, je me demande ce qu'il y a derrière finalement cet accord entre Rishi Sunak, le Royaume-Uni, et le Rwanda. Est-ce que vous pouvez nous éclairer? Écoutez, les choses sont extrêmement simples. Il y a maintenant 25 ans que je martèle régulièrement que le Rwanda, l'arrivée au pouvoir de Paul Kagame a été soutenue par l'administration Clinton et par les Britanniques, et qu'il a été pendant une très grande partie de son mandat, Monsieur Tony Blair. Et Monsieur Tony Blair est devenu le conseiller, si vous voulez, bénévole, d'après leurs propres termes, du président Kagame. C'est la première fois dans l'histoire de la Grande-Bretagne où on voit un ancien Premier ministre devenir conseiller d'un dictateur africain, d'un tout petit pays, évidemment sans enjeu sur le plan économique et sans avoir un poids politique. Donc aujourd'hui, nous avons la matérialisation effectivement de ce soutien, je dirais, acharné que les Britanniques et les Anglo-Américains de manière générale ont à l'endroit de Kagame, et c'est ça qui explique qu'ils aillent en quelque sorte contre tous les avis, y compris juridiques, de la Grande-Bretagne. Oui, mais alors justement, expliquez-nous pourquoi, parce que vous le dites vous-même, ça peut paraître, vu de l'extérieur, étonnant. Vous dites un conseiller Tony Blair, conseiller bénévole, franchement, et on sait très bien qu'il n'y a pas de bénévolat comme ça, de désintérêt pur. Pourquoi une telle attention portée au pays du Rwanda? Quels sont les véritables intérêts derrière? Et écoutez, c'est très simple, encore une fois de plus, les véritables intérêts, ce sont les minerais stratégiques du Congo. Et comme vous le savez, le Rwanda occupe le Congo depuis plusieurs années maintenant, à travers différents groupes armés. D'abord, c'était le RCD Goma, et puis après, c'était le CNDP, et puis maintenant, c'est le M23 dont tout le monde parle. Mais le Conseil de sécurité des Nations Unies n'a jamais sanctionné le Rwanda pour la violation de la souveraineté du territoire congolais. Et on a entendu le président Tshisekedi actuellement à Paris demander des sanctions aussi bien au niveau du Conseil de sécurité qu'au niveau de l'Union européenne, que les pays européens sanctionnent le Rwanda pour son pillage de minerais stratégiques, notamment le coltan qui sert à la fabrication des téléphones portables, et puis le cobalt qui va servir à fabriquer les batteries électriques. Le Congo est le plus gros réservoir de minerais stratégiques, du coltan et du cobalt au monde. Et donc, c'est pour ces raisons essentiellement que les Britanniques défient en quelque sorte leur propre système juridique pour imposer en quelque sorte un accord de partenariat sur la question migratoire au Rwanda. Je rappelle pour vos auditeurs que le Rwanda est un petit pays qui n'a pas la capacité de pouvoir recevoir des migrants venant de l'extérieur, puisque des Rwandais eux-mêmes, c'est-à-dire ceux qui se sont exilés après les événements tragiques de 1994, il y a plus d'1 million de Rwandais qui sont à l'extérieur, exilés en France, en Grande-Bretagne, en Hollande, etc. Pourquoi ne pas faire d'abord rentrer ces Rwandais-là et puis plutôt choisir de faire rentrer des migrants dont on sait très bien que beaucoup viennent essentiellement d'Afghanistan. Donc ce sont des gens qui n'ont rien à voir avec ces terres, le territoire congolais, la guerre qu'ils ont menée en Afghanistan, dont c'est en quelque sorte le bras armé supplémentaire, ce sont des supplétifs que les Britanniques mettent à la disposition de Kagame pour aller faire la guerre des minerais en République démocratique du Congo. Ah oui, parce que alors justement, oui, ça va loin. C'est-à-dire que vous considérez que finalement, ces hommes renvoyés de la terre du Royaume-Uni vont pouvoir participer finalement à ce que vous appelez une forme de génocide, un holocauste qui a lieu au Congo. L'exploitation minière, vous savez, les réserves mondiales du cobalt et du coltan. Le coltan aujourd'hui fait gagner des milliards de dollars à des multinationales anglo-américaines, et tout le monde fait aujourd'hui la queue en République démocratique du Congo
tantôt pour voler ces minerais à travers le Rwanda, tantôt pour essayer de les avoir à travers les multinationales. Donc, si vous voulez, quelle est la logique qui peut faire comprendre que le Premier ministre britannique va contre les décisions de la Cour suprême, va contre les décisions de la Cour européenne des droits de l'homme, tout simplement pour envoyer, vous voyez le nombre de pays qu'on traverse pour aller simplement envoyer les gens au Rwanda. Mais pourquoi le Rwanda, un tout petit pays? Si on vous disait, par exemple, qu'il signe un accord avec le Soudan ou je ne sais pas, n'importe quel pays qui est un vaste territoire où il y a de la place pour pouvoir y mettre des migrants, ce serait logique et compréhensible. Mais un petit pays qui est à la frontière, qui mène la guerre en République démocratique du Congo et on le fait avec acharnement, eh bien, pour moi, tout est cohérent, tout est clair et je pense effectivement que vous faites très bien de braquer les projecteurs sur cette affaire ce matin. Oui, alors plusieurs choses. Je vais quand même vous citer la prise de parole donc du porte-parole du gouvernement du Rwanda qui dit: les autorités rwandaises sont impatientes d'accueillir les personnes relocalisées. Nous avons travaillé dur au cours des 30 dernières années, pour faire du Rwanda un pays sûr et sécurisé tant pour les Rwandais que pour les non-Rwandais. Comment vous réagissez à cette annonce de pays sécurisé pour les Rwandais et les non-Rwandais, vous qui avez tant travaillé sur le traitement notamment des Congolais? Mais c'est un mensonge effronté, comme à l'habitude comme ont l'habitude les autorités. Alors attendez, parce que là on a une perte de son de votre côté, décidément. Attendez, Charles Nana, je vous ai perdu, je pense. Charles Nana, attendez, Charles Nana, on ne vous entend plus. Vous avez dû couper votre son. Non. On va tenter de vous récupérer. Ah, ça y est. Allô? Oui. Ouais, ça y est, on vous a retrouvé. On avait perdu votre son. Oui, non, je disais que c'est un mensonge effronté. Oui. Vous vous souvenez très bien que le premier projet de loi qui avait été rejeté sous la pression des organisations non gouvernementales britanniques qui considéraient que le Rwanda n'était pas du tout un pays sûr, que le Rwanda était un pays où les violations des droits de l'homme étaient manifestes au quotidien et que pour ces raisons-là, on jugeait qu'il n'était pas acceptable d'y envoyer des migrants qui risquaient d'être renvoyés chez eux parce que le Rwanda est capable de dealer également encore avec les États d'origine pour avoir de l'argent, pour renvoyer ces migrants chez eux. Donc, vous voyez, c'est en fait, on a affaire à un État voyou et la grande difficulté aujourd'hui qu'ont les Britanniques, c'est de ne pas reconnaître que la raison pour laquelle cet accord a été fait avec le Rwanda, ce n'est pas tout simplement pour y envoyer des migrants. C'est tout simplement parce que les gens qu'on va envoyer, il faut regarder le profil des gens qui sont envoyés là-bas. On va envoyer des gens qui ont fait la guerre en Afghanistan, essentiellement, et qui sont rejetés par les Britanniques. Et donc, ces gens-là qui ont une expérience, une expertise sur le plan de la guérilla, de la lutte armée, eh bien, sont en capacité d'être utilisés comme supplétifs, soit des troupes rwandaises, soit du mouvement M23 que soutient le Rwanda sur le territoire congolais. Forme de milice armée. Pour les minerais. C'est une véritable mafia. Qu'on organise et donc à laquelle participe ici la Grande-Bretagne. Je crois qu'on a de nouveau coupé votre son. Mais le temps que vous puissiez récupérer votre son, je voudrais quand même. Ça y est. Je vais vous citer juste quelques chiffres pour finir. Les chiffres donc de ce contrat. Beaucoup nous disent combien ça coûte tout ça. Alors le National Audit Office, donc l'organisme parlementaire chargé du contrôle des services publics au Royaume-Uni, a estimé donc que le Royaume-Uni versera d'abord une somme fixe de 370 millions de livres sterling. Donc ça fait environ 430 millions d'euros dans le cadre de ce partenariat signé pour 5 ans. À cette facture s'ajoutent 20 000 livres sterling, donc environ 23 000 euros par personne renvoyée, et 120 millions de livres sterling, donc environ 140 millions d'euros, une fois les 300 premières personnes relocalisées. On est franchement dans des chiffres immenses pour renvoyer et, entre guillemets, prendre soin de ces migrants renvoyés. Et donc là, c'est vrai que ça va dans le sens de ce que vous disiez sur un intérêt derrière. Vous voyez très bien que quand vous connaissez les Britanniques et leur façon de sont des gens pragmatiques, ils ne peuvent pas mettre autant d'argent dans un projet ou dans une idée sans avoir un retour sur investissement. Donc là, il est clair que si on dépense autant d'argent pour un petit pays que l'on ne connaît qu'à cause de ces atrocités, eh bien, c'est que effectivement, ils ont décidé non seulement que le Rwanda devienne la poubelle
de la Grande-Bretagne pour envoyer tous les indésirables, mais aussi, je dirais, c'est la manifestation claire du soutien accordé au Rwanda et par les Anglo-Américains depuis 30 ans. Ouais. Et c'est ça que tout le monde est en train de voir aujourd'hui, puisqu'ils passent en force dans toutes les institutions britanniques pour obtenir cet accord et ce partenariat. Et pour avoir justement toute l'histoire de ces 30 dernières années et de ce partenariat qui se joue entre le Rwanda et les Américains et les Anglais, eh bien, je renvoie évidemment à votre livre L'Holocauste au Congo, l'omerta de la communauté internationale. Une dernière chose, Charles Onana, finalement, on comprend mieux parce que Rishi Sunak, c'est pas l'extrême droite, hein, c'est pas le Rassemblement national en France. Donc c'est vrai quand même, on se demandait pourquoi d'un seul coup il s'intéressait au renvoi des migrants. Et finalement, on comprend mieux à partir du moment où il y a un objectif finalement économique et financier derrière. Oui. Oui, c'est à moi que vous oui, c'était à vous. Oui, absolument, parce que vous savez, Madame Claire Short, qui était le ministre de la coopération de Tony Blair, avait dit à l'époque que lorsqu'on décriait le fait que le Rwanda commettait des crimes et des atrocités sur le territoire congolais, l'objectif était toujours, d'ailleurs, cet objectif qui n'a pas changé, c'était de dire qu'il y avait des génocidaires à l'est du Congo, et donc le Rwanda pourchassait les génocidaires à l'est du Congo. Vous voyez maintenant que on est passé des génocidaires aux groupes armés qui interviennent militairement du côté. Alors cet argument, il n'est plus crédible, et il est étonnant qu'en France, tout le monde sait, en tout cas, je parle des hautes autorités françaises, puisque les rapports des Nations Unies qui sont publiés depuis 2001 expliquant que le Rwanda pille les ressources naturelles en République démocratique du Congo, s'empile sur les bureaux des Nations Unies. En France, tout le monde le sait. Et si vous vous souvenez bien, Nicolas Sarkozy avait évoqué en 2010 le fait que le Congo devait partager ses richesses avec le Rwanda. Donc, quand vous ajoutez tous ces éléments, vous les mettez bout à bout, vous constatez, vous comprenez la logique et la cohérence avec laquelle les Britanniques s'acharnent à envoyer les migrants là-bas en payant très cher. On arrive à l'extrême de l'ultralibéralisme où finalement les migrants qui peuvent être dangereux dans un pays sont récupérés pour être le bras armé d'une dictature ailleurs. Ça, c'est quand même ultra cynique et c'était vraiment très important qu'on fasse ce point avec vous, Charles Onana, aujourd'hui. Merci beaucoup. J'espère que cet éclairage va être compris de beaucoup parce que c'est important de mieux voir ce qui se passe devant nos yeux, justement. Merci beaucoup, Charles Onana, et je renvoie tout le monde à votre excellent livre qu'il faut lire, je pense, vraiment, Holocauste au Congo, l'omerta de la communauté internationale. C'est affreux, mais il faut le lire pour comprendre. C'est aux éditions L'Artilleur. Merci, Charles Onana.